Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 27 avril 2023. Donc, le mois d'avril tire à la fin. Est-ce que ça signifie quelque chose? Ben oui, dans le sens que la semaine prochaine ou dans les jours suivants, enfin, quand on rentre au mois de mai, on saura si les taux d'intérêt continuent à monter, au moins du côté de M. Powell aux États-Unis. On suppose que c'est oui et qu'il va les augmenter seulement de 0,25. Ce qui est quand même peut-être déjà un peu trop par rapport à tout ce qu'il a fait. Et voilà. L'autre chose, de belle nouvelle, c'est que pour ceux qui aiment l'or, c'est que l'or est retourné au niveau de 2000 $ l'once. Est-ce que c'est significatif? Non, ça veut probablement rien dire, mais l'or est en faveur en ce moment. Donc, 2000 $ de l'once, imaginez, moi je viens de l'époque où l'or était à 35 $ l'once, et puis après, quand il y a eu la crise dans les années 70, finalement la fin de l'accord de Bretton Woods et tout ça, l'or est monté de valeur et à un certain moment rendu en 1980, il était rendu à 800 $ l'once. Je dois vous dire, 800 $ l'once, même aujourd'hui avec 2000, si on tient compte de l'inflation, 2000 ne fait pas le 800 $ de 1980. Et donc, finalement, peut-être il y a du terrain à penser finalement qu'il y a une possibilité de faire de l'argent, mais c'est à vous de le savoir. Nous, actuellement, on ne transige pas vraiment dans l'or. On le regarde, et puis simplement parce qu'il est là. Puis finalement, c'est... Mais à quoi ça sert l'or, honnêtement? Là, ça ne sert à rien. Ah oui, pourquoi l'or s'est mis à monter, entre autres? C'est parce que les banques centrales achètent de l'or. En 2022, beaucoup de banques centrales des pays ont acheté de l'or. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais pour vous dire tout simplement, ça, c'est les nouveautés. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de, regardez le titre, l'infidélité financière. Ça paraît un peu, comment dire, c'est quoi l'infidélité financière? Ben, on va vous le dire, ça touche à l'argent et ça touche le discours d'aujourd'hui, ça touche à l'argent dans le sens la relation entre l'individu et l'argent. Et naturellement, ici, voyez-vous ça, les troubles de l'argent. L'argent crée des troubles dans les gens. Et finalement, tout le monde est affecté par l'argent. Ce n'est pas une maladie, je dois vous dire. Même dans le livre, moi j'ai un gros livre des maladies psychologiques, c'est pas là. Le problème de l'argent, c'est personnel, mais c'est perpétuel. Tout le monde a toujours un problème d'argent. Mais si on veut le mettre en détail, ça veut regarder les troubles de l'argent, ça veut dire évitement de l'argent. C'est-à-dire, on veut rien savoir de l'argent. C'est-à-dire, on évite de créer de vivre la complexité de faire des achats et puis tout ça. Et donc, on évite finalement l'argent. Mettons-le comme ça. Ensuite, il y en a d'autres qui ont le culte de l'argent, faire de l'argent. Le culte de l'argent, je dois vous dire, ça peut être normal et ça peut être anormal. Ben, le culte de l'argent, c'est comme l'avare, celui qui ne veut pas dépenser, puis tout ça, et donc il veut accumuler. Mais religieusement, je dois vous dire, il y a par exemple les protestants, à partir de 1500 et quelques, avaient un peu le culte de l'argent. L'accumuler de l'argent, ça voulait dire qu'on avait une place au paradis. C'était grosso modo ça la relation. Ensuite, vous avez le statut. Ben, quand on a de l'argent, apparemment, ça paraît. Comment, je ne le sais pas. Ensuite, il y a ceux qui font bien attention, ils ont peur de l'argent, et donc ils le traitent avec beaucoup de... En fait, tout ça, vous les trouvez dans les références qu'on a ajoutées dans la vidéo. Et finalement, quels sont les symptômes de ça? Bien, quand les gens ont le jeu addictif, c'est-à-dire ils vont au casino, j'imagine, où ils jouent aux cartes, ou je ne sais pas, et puis, donc, c'est l'émotion que ça donne, le jeu. Ils deviennent addicts de ça. Ensuite, l'autre, c'est le titre ici, l'infidélité financière. C'est quoi l'infidélité financière? C'est que mari et femme, tout va très bien, tout est beau, mais il se peut que le mari ou la femme a un compte à part à la banque, a des cartes de crédit que le mari ne sait pas ou la femme ne sait pas du mari. Enfin, il y a un monde secret, si vous voulez, par rapport à l'autre. Est-ce que ça, c'est un signe d'infidélité? Les psychologues disent que oui, c'est un signe d'infidélité. Mais finalement, dans l'apparence, il n'y a pas cette infidélité vraiment, mais ça reste que le fait de séparer un peu, c'est-à-dire faire des choses en cachette par rapport au conjoint, par rapport aux dépenses et par rapport aux dettes. Ça se peut qu'un des deux a des dettes, mais l'autre ne le sait pas. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Ça, c'est l'infidélité financière. Ensuite, il y a les dépenses compulsives. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais apparemment, les femmes aiment à dépenser, acheter beaucoup de choses et puis tout ça.
À présent, est-ce que ma femme faisait ça? Ben, oui, je dois vous dire que oui, c'est ça. Elle achetait des choses que moi je trouvais bof, ça c'était, mais pour elle c'était important de l'avoir. Donc c'est compulsif, dépenser pour dépenser. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le syndrome du prince charmant ou de la princesse charmante. C'est juste pour vous dire, ça veut dire quoi ça? Ce sont vraiment des symptômes en psychologie. La princesse charmante, c'est par exemple la demoiselle qui fait tout pour être absolument belle, extraordinaire et puis tout ça. Tout, et naturellement, elle a besoin d'argent. Et donc, finalement, elle attend d'avoir quelqu'un, finalement, le prince qui arrive, qui lui fournit les moyens pour qu'elle puisse toujours éclater de beauté et puis tout ça. Euh, c'est la même chose, ça s'applique à l'homme, c'est-à-dire au prince charmant. Euh, les causes finalement de cette, comment dire, des troubles de l'argent sont ce qu'on a dit, l'évitement de l'argent. C'est quoi exactement l'évitement de l'argent? Imaginez la personne qui a, mettons, à la carte de crédit, puis il reçoit le message de la carte de crédit en disant qu'il doit de l'argent, mais il ne veut même pas ouvrir l'enveloppe, il ne veut rien savoir. C'est ça que disent les livres, enfin, concernant l'évitement de l'argent. Et l'adoration de l'argent, c'est ceux qui veulent l'accumuler, l'accumuler, mais ils veulent finalement ne, comment dire, ne pas le dépenser. C'est les avares, si vous voulez, en quelque sorte. Finalement, dans l'investissement, parce que là, on parle de la relation entre les troubles de l'argent en général, dans les humains, et c'est essentiellement l'argent par rapport aux gens. Mais dans l'investissement, on a par exemple ce qu'on appelle une aversion au regret. L'aversion au regret, c'est vendre, mettons, on fait un peu d'argent dans la position, on vend pour éviter que ça aille contre nous. Ou encore, dès que ça va mal, on le conserve parce que peut-être ça ira mieux. Et donc, c'est sortir après. Ça, c'est le FOMO qui est le, le- c'est quoi le FOMO, Gary? Fear of missing out. OK. A fear of missing out, c'est-à-dire peur d'être coupé de l'extérieur. Ensuite, vous avez des exemples de tout ça. Il y en a beaucoup. Regardez, dans les années 1997, à peu près, 98, M. Greenspan, qui était le patron de la Réserve fédérale, parlait de l'exubérance irrationnelle. Parce qu'à l'époque, il y avait les titres boursiers sur tout ce qui était l'Internet ou la mécanique, enfin, de ce monde-là. Euh, les compagnies partaient, mettons, ben, je me souviens, il y avait des compagnies qui partaient avec 50 sous cotés à la bourse, et puis 2, 3 semaines plus tard, ils étaient à 7 dollars. Mais quand on lisait le prospectus, qu'est-ce qu'ils faisaient, on ne comprenait rien. C'était toute une nouvelle technologie, tout un monde faisait. Et ça montait tellement la bourse que finalement, ben, M. Greenspan a dit que c'était comment dire, une exubérance irrationnelle, pardon. Mais vous avez d'autres exubérants. Par exemple, justement, après l'exubérance irrationnelle de M. Greenspan, on a eu, quelques années plus tard, en 2001, on a eu le crash du dot-com, c'est-à-dire tous ces titres boursiers qui étaient dans la technologie du Nasdaq, ben, dans la technologie de l'Internet, sont tombés. Et ça a été vraiment un désastre à l'époque, tout ça. Ça, c'était à l'an 2000-2001. On a eu aussi la crise financière en 2007 et 2008. Et la crise financière 2007-2008, c'était concernant les hypothèques. Et il y avait aux États-Unis surtout, mais ici aussi je crois, mais aux États-Unis c'était vraiment criant, c'est que oui, ça a donné une crise dans l'immobilier. Et, euh, et qu'est-ce que faisaient les gens? Ben, les gens avaient acheté, mettons, un condo, et puis ils avaient payé, mettons, 100 000 dollars. Et puis, c'était basé sur l'hypothèque. Donc, ils payaient l'hypothèque sur le 100 000. Par contre, l'immobilier est descendu tellement qu'à un certain moment, finalement, rendu à 75 de valeur, l'immobilier, c'est-à-dire le 100 000 est devenu 75 000, les gens encore ne renonçaient pas à payer l'hypothèque. Parce que finalement, ils se retrouvaient à payer une hypothèque sur une valeur qui n'existait plus. Mais ça prenait vraiment que le marché tombe, de la valeur de l'immobilier au moins à 75 pour que les gens abandonnent finalement l'argent qu'ils avaient déposé dans les hypothèques parce que finalement c'était une cause perdue de continuer. Vous avez un exemple aussi très beau, c'est le sophisme du Concorde. Pour ceux qui ont la mémoire, Concorde est un avion extraordinaire qui
qui a été inventé ou créé en 1962 ou 64. Je crois que c'était l'orgueil de M. de Gaulle en France. C'était donc fait par la France et par la Grande-Bretagne, mais c'est surtout la France qui paraissait le leader là-dedans. Et c'était un avion que je crois à peu près en 2 heures et demie traversait l'Atlantique et puis arrivait, mettons, de Paris à New York ou de Londres à New York, donc en rien de temps. Par contre, cet animal, enfin, animal, ce, cet avion était très coûteux. Finalement, non, très coûteux. Il consommait énormément d'essence, appelons l'essence, le kérosène ou ce qu'il dirait. Ensuite, il faisait un bruit épouvantable. Mais à part ses défauts, ben, il en avait d'autres, c'est-à-dire il était tout le temps en réparation, il fallait tout le temps. Donc finalement, ça n'a pas pris longtemps pour la France et les Anglais et l'Angleterre à découvrir que cet avion-là, c'était un grand bidon. Mais il n'y avait aucun homme politique qui avait le courage de dire ah, il faut arrêter de faire les Concordes parce que ça, apparemment, ça donnait du prestige à voir ça. Mais finalement, ça, c'était le sophisme du Concorde, c'est que finalement, pour tirer le plug, comme on dit, pour mettre fin à cette hémorragie d'argent qui était l'avion Concorde, finalement, qu'est-ce qu'ils ils ont, il a fallu avoir un accident, malheureusement, dans lequel les touristes allemands, je pense, avaient loué le Concorde. Ils embarquent à Paris, mais l'avion fait un crash et tout le monde meurt. Et là, finalement, ça a convaincu les deux gouvernements à dire c'est fini avec le Concorde. Mais ça prenait malheureusement beaucoup de victimes pour arrêter un projet qui devait déjà être arrêté probablement une année ou deux que le premier avion est sorti. C'était un avion qui faisait juste 70 passagers, 80 passagers, et ça coûtait naturellement cher pour être aussi passager, mais le coût de l'avion était immense, était trop grand, et en effet, il y en a eu juste 2, 3, 4 de ces avions-là, pas plus que ça. Et voilà, c'est pour vous dire. Donc le titre, c'est l'infidélité financière. Ça se réfère au cas finalement des symptômes qui sont là. Mais le problème de la relation entre l'argent et l'individu, c'est toujours un problème. C'est toujours une chose problématique. Et puis voilà. Alors, sans résoudre le problème, mais voilà. Donc, ben, bonne journée et aux prochaines vidéos.